Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour un nouveau webinaire concernant donc l'assurance des chefs d'entreprise. Je suis Guillaume Delécluse, je suis responsable donc du marketing opérationnel à la direction commerciale du groupe SMA. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet extrêmement important qui est l'absence prolongée d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise, et comment on peut protéger ce chef d'entreprise, comment on peut protéger l'entreprise si cette absence se survient de façon évidemment totalement imprévue. Alors, la première chose, c'est bien entendu de bien estimer quelles conséquences aurait cette absence pour l'entreprise. Évidemment, si un dirigeant n'est pas là pendant plusieurs mois parce qu'il a eu un accident ou parce qu'il est tombé malade assez sérieusement, ou voire pire, s'il disparaît brutalement suite à un accident, par exemple, eh bien, il va y avoir des conséquences importantes à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour sa famille. Et il existe des solutions pour se protéger, pour protéger l'entreprise et la famille du dirigeant si jamais ces événements surviennent. Et c'est ce que nous allons voir pendant ce webinaire. Alors, on a un grand nombre d'entreprises qui disparaissent chaque année du fait de l'absence de leurs dirigeants. On estime qu'une disparition sur 6 parmi les petites entreprises, alors bien sûr, là, on va parler plutôt des entreprises de petite et de taille moyenne, puisque dans les grandes entreprises, on va avoir une organisation qui va permettre de poursuivre l'activité de l'entreprise. Mais dans les petites entreprises, il n'est pas rare que ces entreprises disparaissent lorsque leur dirigeant n'est plus là pour assumer donc ces fonctions. Et cela va affecter, je dirais, aussi bien l'entreprise elle-même, mais également les associés, s'il y en a plusieurs autour de table de l'entreprise, et la famille. Et bien entendu, vous le savez bien, dans les petites entreprises, et nous on le voit quotidiennement en tant que spécialiste donc du secteur de la construction, les dirigeants sont constamment sur le terrain, ils courent du matin au soir, ils ne prennent pas le temps de se poser pour réfléchir à ces sujets-là, qui sont bien sûr pas des sujets drôles non plus, mais qui peuvent arriver malheureusement et qui arrivent plus souvent qu'on ne croit. Donc, il est important d'anticiper, en fait, et de prendre le temps de réfléchir aux protections à mettre en place au cas où ce type d'événement surviendrait. Alors, on va voir 3 sujets clés. Il faut penser à protéger l'activité de l'entreprise, comment l'entreprise va pouvoir poursuivre, le cas échéant, cette activité lorsque son dirigeant ou une personne importante n'est plus disponible pour assurer ses fonctions. Il va falloir penser aussi à protéger les associés qui sont autour de table de l'entreprise et qui donc, même s'ils ne gèrent pas directement, eh bien, vont se retrouver, si jamais le dirigeant n'est plus là, face à quelque sorte une chaise vide. Donc, il va falloir également traiter ce point. Et puis, protéger le dirigeant lui-même, l'entrepreneur lui-même, sa famille, par avance, des conséquences d'une perte de revenus, par exemple, liée à son absence. Alors, voyons, avant de regarder les solutions que l'on peut mettre en place, voyons d'abord quelles sont les conséquences plus en détail pour les différents types d'entreprises qu'occasionne la disparition d'un dirigeant. Alors, lorsque l'on regarde en fait ces conséquences, on voit 3 grandes catégories. D'abord, on a évidemment un ralentissement d'activité parce que dans les petites entreprises, les chefs d'entreprise sont même des chevilles ouvrières de l'entreprise et donc portent un certain nombre de tâches très opérationnelles. Et donc, d'un seul coup, il y a des chantiers qui peuvent s'arrêter, il y a des retards qui risquent d'être pris et donc il y a un ralentissement, on fait face à un ralentissement d'activité incontestablement, même au-delà, je dirais, simplement de la période de choc liée à cette disparition, il y a ensuite un ralentissement. Il y a une perte de confiance possible parce qu'on sait bien que au niveau commercial, dans les petites entreprises, les relations se font en one-to-one et donc si la personne en qui j'avais confiance n'est plus là, en tant qu'interlocuteur de l'entreprise, eh bien peut-être que je vais moins faire confiance, peut-être que je vais chercher finalement ailleurs
Et donc là, il y a également là un risque important, je dirais, au niveau commercial, au niveau du développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis, il y a des frais généraux. Des frais généraux qui vont être mis en place, occasionnés par cette disparition, puisqu'il va falloir recruter un remplaçant, il va falloir former un remplaçant, il va falloir éventuellement sous-traiter un certain nombre de choses que l'on réalisait en direct. Donc, tout ceci, il va falloir gérer une communication peut-être aussi. Donc, tout ceci génère des frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Et on sait bien que les trésoreries d'entreprise ne sont pas extensibles, surtout lorsque les choses arrivent subitement. Donc, il convient là aussi d'anticiper ces problématiques. Alors, quelles conséquences pour une entreprise individuelle? Alors, dans le cas d'une entreprise individuelle, il n'y a pas d'associé, hein. On a un dirigeant qui est lui-même entrepreneur et donc gère son activité, je dirais, de façon autonome. Et là, lorsque le dirigeant décède, ben, l'entreprise n'existe plus. Elle n'a plus de personnalité juridique. Donc, les comptes vont être bloqués, exactement comme pour le décès, je dirais, d'une personne physique. On pourra éventuellement avoir des difficultés pour payer des salaires, pour payer des fournisseurs. Les livraisons risquent donc de s'arrêter. Tous les mandats, alors les mandats bancaires hein, de procuration donnés par le chef d'entreprise sont caducs, donc la banque ne paiera plus. Hein. Et évidemment, s'il y avait des dettes et une entreprise a évidemment des engagements financiers, ils vont intégrer le patrimoine de l'entrepreneur individuel. Et donc, ce sont ses héritiers, sa succession, qui va se trouver face à ces dettes. Donc, toutes les obligations du chef d'entreprise vont se trouver à la charge de ses héritiers, qui n'auront d'ailleurs pas forcément ni les compétences, ni l'envie de reprendre l'activité, de gérer l'activité à la place du chef d'entreprise. Alors moi, je vous donne un exemple. Hein. J'ai connu en Bretagne une entreprise de menuiserie avec 3-4 salariés. Le chef d'entreprise part en vacances et décède subitement d'un infarctus pendant ses congés. Eh bien, la conséquence, c'est qu'on a eu son épouse qui était face à cette entreprise et qui était bien embêtée parce qu'elle n'avait pas la compétence technique, évidemment, elle n'avait pas contribué, je dirais, à gérer l'entreprise. Et donc, heureusement, un des salariés a fini par reprendre l'entreprise, mais il s'est passé quand même plusieurs mois et cette entreprise a beaucoup souffert et a pu se refaire, mais c'était quand même très, très tendu. Donc, dans l'entreprise individuelle, c'est d'autant plus important parce qu'il y a vraiment disparition et donc il faut reconstruire quelque chose complètement. Alors, dans le cas d'une société, les choses sont un peu différentes, parce que là, on va avoir en fait donc des associés autour de la table, et donc le décès du représentant légal de la société ne va pas mettre fin à la société. La société va poursuivre ses engagements et ses contrats. Et donc, les associés survivants, si je puis dire, vont devoir nommer un nouveau gérant pour continuer l'activité. Alors, le sujet là, c'est que l'associé dirigeant décédé eh bien, va être en quelque sorte remplacé par ses héritiers. Héritiers qui vont être en indivision au départ, comme dans toute succession avant partage, et qui vont devoir soit poursuivre l'activité à sa place, soit vendre leur part. En tout cas, il peut y avoir des situations de blocage, puisque les héritiers ne sont pas nécessairement impliqués dans la gestion de l'entreprise. Et donc, il peut y avoir vis-à-vis des autres associés des situations de blocage. L'idée, c'est aussi d'anticiper pour éviter que ces situations de blocage mettent en péril la société et de le faire donc évidemment avant que les événements surviennent. Alors, quelles solutions existent pour protéger son entreprise, ses associés? C'est ce que nous allons voir. Alors, il existe pour protéger son entreprise une excellente assurance, qui s'appelle l'assurance homme-clé, qui est un outil vraiment dédié à la protection des entreprises si toutefois une personne disparaît ou s'absente pour des raisons de santé, par exemple, pendant une longue période. Donc, on va en fait définir d'abord quels sont le ou les hommes clés ou femmes clés de l'entreprise. Alors, il s'agit du dirigeant, bien sûr, mais il peut aussi s'agir, par exemple, d'un chef de chantier extrêmement expérimenté sur lequel on compte au quotidien pour faire vivre l'entreprise. Il peut s'agir d'un comptable qui connaît parfaitement les finances de l'entreprise. Voilà, donc c'est toute personne, ce que j'ai écrit là, dont la disparition brutale
ou l'absence prolongée va avoir une répercussion sur la marge de l'entreprise. Et surtout qu'on ne pourra pas remplacer au pied levé. Donc l'idée, c'est déjà d'identifier sur quelles épaules finalement cette assurance va porter. C'est déjà le premier point. Alors, comment fonctionne un contrat homme-clé? Alors, le principe, c'est de payer un capital à l'entreprise. L'entreprise, donc c'est l'entreprise qui va être bénéficiaire de ce capital si jamais l'événement survient, c'est-à-dire décès ou incapacité ou invalidité de la personne qui est couverte en fait par le contrat. Alors, bien souvent, en plus, dans ces assurances, ces capitaux sont doublés ou triplés si le décès résulte d'un accident. Parce que là, c'est vraiment encore beaucoup plus subi. C'est absolument imprévisible et donc on peut avoir besoin de liquidités plus importantes pour faire face à un événement totalement imprévu. Et il faut penser également dans ces assurances à regarder si on ne peut pas prendre une option en cas d'incapacité, donc pas uniquement en cas de décès ou d'invalidité, mais aussi le fait que la personne soit en longue maladie, par exemple. Et donc là, on pourrait également verser à l'entreprise, l'assurance versera à l'entreprise des indemnités pour couvrir cette période en quelque sorte et l'aider à passer ce cap de l'absence temporaire, mais généralement quand même sur une certaine durée, de la personne ou des personnes en question. Alors, le capital est déterminé librement. Alors là, il y a tout un travail à faire avec son expert comptable, par exemple, pour déterminer quelles seraient les conséquences financières de l'absence de telle ou telle personne. Faudra-t-il le remplacer? Et donc, ça va coûter combien de trouver quelqu'un? Faudra-t-il indemniser des clients? Faudra-t-il mettre en place de la communication pour expliquer les choses? Donc voilà, il y a tout un tas de conséquences financières qu'il faut additionner et ça permet de déterminer pour chacune des personnes le capital auquel l'entreprise devrait avoir droit, dont l'entreprise aurait besoin, plus exactement, si jamais chacune de ces personnes n'est plus là. Voilà. Naturellement, ce capital peut être modifié à tout moment en fonction donc de l'évolution des choses dans l'entreprise. Ça, c'est un point important, cette détermination donc du besoin en capital en cas ou en indemnité selon donc les responsabilités et les conséquences de la disparition des personnes. Donc, les avantages, c'est que l'entreprise dispose de liquidités tout de suite, rapidement. Elle peut faire face à ses engagements et à ses charges fixes. Donc, s'il y a des frais généraux, on va pouvoir y faire face. On va pouvoir maintenir l'image de marque, on va pouvoir préserver la confiance puisqu'on aura ce matelas de sécurité qui va permettre de poursuivre en quelque sorte l'activité et ça évite souvent la cessation d'activité. Ça permet aussi de consolider la valeur d'une entreprise. Si une personne qui commence à se poser des questions vers 50, 55 ans se dit bon, maintenant je voudrais bien transmettre mon entreprise, la revendre, la céder, si dans l'entreprise des contrats de ce type-là sont mis en place, le repreneur va être rassuré parce qu'il va se dire cette entreprise, si jamais il y a un problème sur les personnes qui la font vivre, eh bien, elle sera indemnisée. Donc, je suis plus serein par rapport à la continuation de l'activité parce qu'il y a une couverture en cas d'événements touchant les personnes clés de l'entreprise. Donc, c'est un point aussi à prendre en compte pour mettre en place ce type de contrat. Alors, la fiscalité en quelques mots, les cotisations, c'est des frais généraux, l'entreprise les règle, donc ça vient déduire du résultat, donc minorer les impôts, donc ça c'est des frais généraux. Par contre, si jamais la garantie est mise en jeu, les sommes vont constituer un profit, le capital versé va constituer un profit, s'ajouter au résultat, donc là il y a possibilité de lisser en fait l'impôt sur les sociétés de manière à ce que ça ne soit pas un choc fiscal, en fait, le versement en plus du reste, le versement de ce capital, et donc de pouvoir, sur plusieurs années, en fait, lisser le paiement donc, de l'impôt. Donc voilà, ça permet de ne pas avoir à faire face à une imposition qui se majore immédiatement parce qu'on a bénéficié d'un capital d'essai, alors que justement, on est en difficulté, ou on pourrait l'être. Alors, ça, c'était pour les personnes clés, l'entrepreneur. Voilà. Alors, après, il y a les associés. Alors, les associés, on a vu tout à l'heure que si jamais, effectivement, il y a plusieurs associés, les autres peuvent se trouver embêtés. Ils peuvent se trouver embêtés parce que les parts de la personne qui est décédée vont rentrer dans sa succession. Donc, les associés vont se trouver face à des héritiers et ça peut amener à un blocage dans les décisions d'administration de l'entreprise.
Alors, si les héritiers de surcroît, donc les héritiers de l'associé décédé sont majoritaires au capital, ce qui est quand même souvent le cas quand c'est un dirigeant, eh bien, ils pourront avoir un pouvoir de décision, un pouvoir de blocage. Donc là, il est aussi important d'anticiper cette question-là. Comment faire pour qu'une société composée de plusieurs associés ne soit pas bloquée à cause du décès de l'un d'eux qui détiendrait des parts importantes, au-delà, je dirais, de l'ennui causé dans l'activité même dans l'entreprise. Là, il s'agit donc de l'administration, de la gestion de l'entreprise. Et donc, c'est également un sujet qu'il faut regarder. Alors, il y a ce qui s'appelle les garanties croisées d'associés qui permettent de répondre à cette question. Elles vont permettre de verser aux associés restants un capital si l'un d'eux décède. Et donc, cette somme va permettre à chaque associé, finalement, restant, de racheter, sans difficulté de trésorerie, de racheter les parts aux héritiers, les parts donc de la personne décédée. Donc, chaque associé va adhérer à un contrat et les bénéficiaires du contrat sont les autres associés. Donc, c'est une protection mutuelle entre associés. On va tenir compte de la valeur des parts de chacun pour fixer le capital à verser en cas de décès de la personne. Et les cotisations peuvent être prises en charge par les associés, mais elles peuvent aussi être prises en charge par l'entreprise. Alors là, attention, c'est un avantage en nature, donc il faut faire attention, je dirais, aux charges sociales, fiscales, mais ce n'est pas des cotisations énormes. Hein. C'est quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros selon les capitaux assurés par an, mais on n'est pas sur des sommes énormes. L'important, là, c'est vraiment que chaque associé détermine en fait le capital nécessaire pour que les autres, si jamais il n'était plus là, puissent racheter ses parts à sa succession, à ses héritiers. Donc c'est un mécanisme croisé qui se met souvent en complément de la garantie homme-clé parce que là, il couvre non pas l'activité de l'entreprise, mais il couvre en fait finalement le capital, la répartition du capital de l'entreprise. Alors, ça permet aussi aux héritiers qui n'ont pas forcément vocation ni envie de gérer l'entreprise au décès de la personne, de se dire je vais pouvoir vendre mes parts dans de bonnes conditions et en plus, comme je vais hériter, je vais avoir des droits de succession. Donc, ça peut aussi me permettre, cette somme qui me sera versée en échange de mes parts, de régler les droits de succession, puisqu'on sait bien que toute succession entraîne des impôts. Donc, l'idée, c'est que là, on va, de façon vertueuse, à la fois assurer la pérennité du capital de l'entreprise, de la répartition des pouvoirs, et en même temps indemniser de façon juste les héritiers qui pourront ainsi, de façon sereine, vendre leurs parts et régler leur succession. Donc, il y a des effets, en fait, qui se cumulent dans ce type d'assurance. Alors, il existe aussi un système non assurantiel qui s'appelle le mandat de protection future. Alors, c'est intéressant d'y penser aussi. Le mandat, c'est quoi? C'est un acte, en fait, par lequel on va désigner à l'avance une personne ou plusieurs, généralement c'est une, mais qui va finalement assurer la protection des intérêts de celui donc, qui donne ce mandat, donc qu'on appelle le mandant. Et donc le mandataire, qui va donc être le bénéficiaire du mandat, va pouvoir prendre la place en quelque sorte de la personne pour assurer le maintien de ses intérêts. Alors là, ce qu'on appelle, c'est le mandat de protection future, c'est-à-dire qu'il ne prend pas effet immédiatement, il prend effet au moment où c'est opportun. Alors, deux cas de figure, ça peut être parce que la personne tombe gravement malade et donc ne peut plus assumer la charge de son entreprise. Et donc là, un médecin, il y aura un certificat médical qui dira là, le mandat peut être mis en jeu parce qu'effectivement, c'est plus possible. Ou alors, il y a le mandat à effet posthume, où là, c'est après le décès de la personne qu'il va se mettre en fonction. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ça répond à très court terme à la problématique de la continuité d'activité. C'est-à-dire que s'il y a un décès non prévu, subi, le mandataire, aussitôt, va représenter, en fait, alors pendant une durée qui n'est pas éternelle, tout ça est bien sûr déterminé, il y a des règles, c'est quelques années, etc., va pouvoir
remplacer et administrer en quelque sorte l'entreprise. Alors, dans le cas de l'entreprise individuelle, le mandataire va se retrouver chef d'entreprise de facto, hein, voilà. Et dans le cas d'une société, le mandataire aura les prérogatives de l'associé qu'il représente, de l'associé décédé ou de l'associé incapable, entre guillemets, qu'il représente. Alors, il faut faire ces mandats sous forme notariée, c'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux parce que ça permet notamment de ne pas limiter le mandat aux actes d'administration. Puisque là, on a un tiers qui est le notaire qui pourra vérifier que les actes réalisés se font bien dans l'intérêt du mandant. Et dans le cas du mandat à effet posthume, c'est obligatoire. Il faut que ce soit sous forme notariée. Voilà. Donc, c'est également un point auquel il faut penser en complément des solutions assurantielles. Je crois que tout ça fonctionne ensemble. Alors, en synthèse, donc on a 3 outils complémentaires. Le mandat de protection future va éviter les blocages à très court terme, puisque aussitôt quelqu'un va pouvoir reprendre les rênes de l'entreprise ou en tout cas représenter la personne disparue ou absente pour des raisons de santé, uniquement hein, pour les mandats, bien sûr, des raisons de santé graves. L'assurance homme clé va donner les moyens à l'entreprise de passer le cap, c'est-à-dire qu'au-delà d'un mandat, et donc les deux sont complémentaires, ça va permettre à l'entreprise de toucher un capital qui va lui permettre de faire face aux difficultés financières liées à cette disparition. Et la garantie croisée va assurer la pérennité des actes de disposition, de gestion de l'entreprise au niveau donc des associés actionnaires. Donc ces 3 outils sont tout à fait complémentaires. Alors le dernier concerne évidemment uniquement le cas des sociétés, hein, il faut qu'il y ait des associés, mais on voit bien qu'ils répondent chacun à un objectif bien précis et il faut, avec un conseiller, regarder dans quelle mesure ces outils doivent être mis en place simultanément ou successivement en fonction donc de la façon dont l'entreprise est gérée et administrée. Alors, au-delà de la protection de l'entreprise, bien entendu, on peut parler de prévoyance sans parler aussi de la protection familiale. Et donc, le chef d'entreprise doit aussi se préoccuper de l'avenir de sa famille si jamais, alors comme tout un chacun, mais en particulier le chef d'entreprise qui souvent n'est pas salarié et donc a moins de protection par les régimes obligatoires, doit aussi se soucier de protéger ses proches. Donc, pour cela, il va falloir trouver donc des outils qui permettent à la famille d'assurer en fait son équilibre et de ne pas, en plus des difficultés qu'il y a avec l'entreprise, avoir des difficultés par baisse de revenus, notamment sur son train de vie, par exemple. Donc ça, c'est important. Donc, il existe plusieurs solutions. Le contrat de prévoyance classique va permettre aux conjoints ou aux enfants de percevoir des revenus complémentaires et lorsque c'est souscrit par des entrepreneurs indépendants, des non-salariés, alors il y a en plus une fiscalité dite Madelin, on n'a pas le temps d'en parler de façon détaillée, mais qui permet, je dirais, de minorer en fait, enfin de déduire de ses impôts une partie des cotisations. Donc ça, c'est une bonne solution, l'assurance prévoyance Madelin. Et puis, il y a aussi l'assurance vie, hein, qui alors là, est ouverte à tous et qui permet, vous savez, d'épargner régulièrement et qui permet à la fois de léguer, entre guillemets, à un bénéficiaire, donc à son conjoint, par exemple, un capital en cas de décès, mais qui permet aussi, éventuellement, en cas de difficulté, d'absence de maladie, de faire des retraits. Donc, l'assurance vie n'est pas bloquée. Hein. Elle est disponible pour son souscripteur s'il a des besoins avant, je dirais, qu'il meure. Donc, c'est un outil qui est aussi utile de son vivant, en quelque sorte. Voilà. Il y a également donc à se poser la question des emprunts, hein, des emprunts familiaux, des emprunts même pour l'entreprise. Et donc, là aussi, il faut prendre des assurances, mais on sait bien aujourd'hui que c'est rare de pouvoir emprunter sans s'assurer. Donc, ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et puis, il faut aussi bien regarder les garanties d'assistance qui sont dans ces contrats de prévoyance, parce que ces garanties peuvent être très utiles au moment où se produit l'événement. Ça peut être un soutien psychologique, mais ça peut être aussi des conseils juridiques pour les gens qui vont en faire face au niveau de l'entreprise. Ça peut être aussi de l'aide familiale. Donc, c'est important de regarder dans les contrats s'il y a bien un volet d'assistance et sur quoi il porte, parce qu'on sait bien qu'au moment où se produit ce genre de situation, on a besoin d'aide. On a besoin d'écoute d'abord, et donc c'est important d'avoir des gens
au téléphone qui vont vous écouter et vont vous mettre en relation avec des personnes qui peuvent vous aider, je dirais, à passer le cap, trouver un remplaçant, des conseils juridiques. Donc, c'est important également d'avoir ce type de garantie dans les contrats. Alors, en conclusion, il faut faire régulièrement des bilans, quoi. Ça, c'est clair. Il faut prendre le temps, il faut se poser la question. Et donc, il y a tout un tas de questions à se poser avec les conseillers qui sont là pour ça. Est-ce que j'ai le bon régime matrimonial? Est-ce que je sais qui pourra poursuivre mon activité? Est-ce que donc je donne un mandat? Est-ce qu'il y aura la possibilité de dédommager les autres s'ils le souhaitent et le demandent? Si je vends, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent et s'ils vendent, qui percevra le fruit de cette vente? Est-ce que je dois anticiper par des donations, etc. Donc, dois-je penser au mandat? Comment je protège mon conjoint? Toutes ces questions, elles sont nombreuses, doivent être étudiées avec son conseiller de façon régulière, hein, pas tous les mois, hein, mais au moins tous les 2-3 ans, refaire un point pour voir si par rapport à la situation familiale et professionnelle que l'on a, les solutions de protection que l'on a mises en place sont toujours adaptées. Et est-ce qu'au niveau civil, régime matrimonial, mandat de protection, il n'y a pas aussi des choses à regarder et à mettre à jour, hein. Il ne faut pas laisser, je dirais, des situations réglées à un moment donné, perdurer dans le temps sans les reprendre régulièrement parce que la vie évolue, l'entreprise évolue, la famille évolue. Donc, il est important de faire le point régulièrement. Voilà, alors pour terminer, SMA en une slide, hein. Donc, SMA, c'est l'assureur de référence de la construction et de l'immobilier. Nous sommes experts donc sur les petites entreprises, notamment du bâtiment, des travaux publics, mais également donc, de tout le domaine de l'immobilier. Vous voyez ici notre chiffre d'affaires en 2020, et nous avons un réseau sur toute la France qui accompagne donc les chefs d'entreprise et qu'il ne faut pas hésiter à contacter pour évoquer avec nos conseillers donc ces questions de patrimoine et ces questions de protection, que ce soit les protections de l'activité de l'entreprise, la protection de son dirigeant, la protection de la famille du dirigeant, la protection du patrimoine du dirigeant. Tous ces points-là doivent être vus régulièrement et nos conseillers sont là pour ça. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Je vais voir s'il y a des questions pour y répondre. Mais sachez que Pierre-Emmanuel, qui est notre modérateur, eh bien, est à votre disposition par la suite pour toute question, tout rendez-vous. Il centralisera en fait l'ensemble des points que vous souhaiteriez approfondir et pourra vous mettre en relation avec la personne dans votre région qui pourra, lors d'un rendez-vous, faire ce type de bilan patrimonial. Alors, on vous remercie encore une fois. Je vais regarder donc les questions. Alors, le coût de l'assurance, Florence, c'est une question. Alors, c'est très variable. Il existe des contrats qui sont des contrats purement accident. Donc, si on est jeune, en bonne santé, a priori, ça c'est une bonne solution parce que l'accident, ça touche tout le monde. Et ça coûte quelques dizaines d'euros par mois. C'est selon le capital souscrit, bien sûr, mais pour des capitaux qui sont de quelques centaines de milliers d'euros, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc, c'est vraiment pas cher et ça couvre les conséquences de l'accident. Voilà. Alors, évidemment, ça ne couvre pas donc toutes les conséquences, tous les types de décès hein, ou tous les types d'absences. Ça couvre les conséquences de l'accident. Donc, ça, c'est une bonne solution, je pense, à réfléchir. Et alors après, on peut bien entendu prendre des contrats qui couvrent l'ensemble des causes de décès ou d'absence. Là, c'est un peu plus cher. Ça peut aller, selon les capitaux assurés, encore une fois, jusqu'à plusieurs milliers d'euros par an. Voilà. Mais on garantit des capitaux on parle en centaines de milliers ou en millions d'euros. Hein. Donc, l'écart, je veux dire, le rapport entre la cotisation et le capital versé est toujours extrêmement important. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vais donc clore là ce webinaire et j'espère qu'on aura le plaisir d'en faire d'autres sur ces sujets de protection et d'assurance dans les mois qui viennent. Merci encore de votre attention et au revoir à toutes et à tous.